justement, on va passer à une table ronde sur les outils. Justement, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire, comment améliorer notre sort, les outils numériques pour faire voir le livre physique aujourd'hui. Je vais inviter trois panélistes à la table ici. Dominique Jutras, directeur général de l'Observatoire de la culture des communications du Québec. Fenwick McKelvey, si vous n'avez pas encore votre traduction simultanée, professeur assistant au département des communications de l'Université Concordia. Et Marcello Vitali Rosati, professeur à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Venez vous asseoir. C'est moi qui anime. Super. Ah ben oui. Alors, c'est la deuxième table ronde de la journée. Elle est costaude, je vais vous le dire. On va se parler de métadonnées, de mégadonnées, hein, le big data, d'algorithmes, de référencement. Comment est-ce qu'on peut en tirer profit au Québec pour les livres d'ici? Et est-ce qu'on peut se fier aussi à ces métadonnées-là? Comment est-ce qu'on y a accès? Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Est-ce qu'on peut s'y fier? Et comment les outils numériques peuvent servir à la visibilité physique du livre? Comment, par exemple, un bon référencement, une maîtrise des métadonnées qui sont fournies par les transactions, par les acheteurs, par les bibliothèques, sont utiles aux libraires, sont utiles aux bibliothécaires pour mettre en valeur le livre québécois et comment ces outils-là peuvent servir à attirer des lecteurs dans les espaces physiques que sont la librairie et la bibliothèque. Mes trois invités vont faire une courte présentation, chacun leur tour, puis ensuite on va lancer la discussion en table ronde. Puis lorsque vous aurez des questions, présentez-vous au micro. On va essayer d'alterner tout ça. Je vais commencer avec vous, Dominique. Allez-y. Et oui, je vais aller vous chercher le petit... Ben oui, on a oublié ça. Ah, allez-y. Je vais voir mes diapos. Donc, je vais essayer de faire rapidement parce que le quantitatif, effectivement, c'est mon métier et je pense qu'effectivement, ça illustre bien ce qui se passe dans le monde de la culture et c'est très utile à tout le monde, autant les consommateurs que les gens qui participent au secteur, à l'industrie. Donc, des proportions, toutes vite. Vous voyez le livret, ça, c'est les dépenses pour l'achat de produits culturels par habitant. Donc, on a pris la population du Québec en 2015, puis on a regardé les dépenses. Évidemment, le livret est à un bout et le livre est à l'autre bout. C'est clair que le livre sur le marché de la vente au détail, c'est une industrie très importante. Elle dépasse le spectacle en termes de dépenses par habitant. Donc, c'est quand même assez significatif. Dépasse le cinéma. Bon, étant donné que je dois faire vite, deux autres ordres de grandeur. Et ce qui est intéressant, donc, cette fois-là, vous avez le livret là, en haut à gauche et en bas à droite, vous avez les bibliothèques. Donc, c'est des données différentes. On a le nombre d'unités achetées par habitant. Tantôt, la diapo précédente, c'était les dollars par habitant. Donc, là, c'est le nombre Et évidemment, le livre, malheureusement, n'est pas là parce qu'on n'a pas de données sur le nombre d'exemplaires de livres achetés. On a juste la valeur monétaire du livre. Et tantôt, quand on arrivera sur les questions des métadonnées, mais évidemment, on pourra explorer qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce secteur-là. Et donc, la série de ronds, de cercles en bas, c'est le nombre d'entrées, parce que là, bon, on ne peut pas comparer les achats. Donc, le nombre d'entrées par habitant. Et on voit donc très clairement que les bibliothèques sont très populaires auprès de la population. Bon, ça, je voulais quand même ramener ici, parce que le secteur du livre, il y en a été beaucoup de questions avec nos amis européens, l'Association des libraires, du rôle des bibliothèques. Ici, ce qu'on voit, c'est effectivement une croissance importante de la fréquentation des bibliothèques. Il y a deux colonnes. Une qui est les plus hautes sont les entrées sur les lieux physiques des bibliothèques et l'autre, c'est les visites virtuelles. Donc, évidemment, tout ce qui est le web, tout ce que ce secteur-là. Donc, effectivement, les bibliothèques jouent un rôle très important. Il y a beaucoup de fréquentation virtuelle des bibliothèques. C'est assez intéressant comme information, donc progression faramineuse. Donc, je repasse, c'était les prêts sur les bibliothèques. Bon, marché du livre, effectivement, on note quand même une certaine décroissance depuis 2008.
pour toutes sortes de raisons. Une qui a été expliquée précédemment, c'est quand la réforme scolaire est arrivée au secondaire 5. Donc, il y a eu ce renouveau du livre scolaire ralentit le marché, mais il y a plein d'autres facteurs qui jouent aussi. Je ne ferai pas le point là-dessus. Le marché des librairies subit un recul beaucoup moins important que le marché global. Donc, là aussi, puis on peut remarquer, c'est des données de 2015, je n'ai pas les données de 2016, mais les derniers chiffres qu'on a publiés, on croit que c'est très proche de 2015, il n'y aura pas vraiment de décroissance en 2016, donc je n'ai pas les chiffres précis en tête. Je passe celle-ci. Bon, le marché du livre numérique. Je vais concéder à Richard qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Le secteur du marché du livre de langue anglaise est un secteur qu'on connaît mal à cause de la façon dont on collecte les données. L'idée est toujours de faire une enquête la plus légère possible pour nos répondants. Donc, évidemment, dans la mesure où on serait capable de savoir la nature des livres achetés, et ça aussi, c'est une belle discussion de métadonnées parce que ça peut être aussi sur les mégadonnées, comment exploiter des mégadonnées éventuellement. Je voulais aussi faire une petite mise en contexte des dépenses du gouvernement en culture. Juste pour faire un petit point rapide. En bleu, en haut, administration publique fédérale. Les données arrêtent en 2009-2010 parce que Statistique Canada a arrêté de faire son enquête sur les dépenses du gouvernement fédéral en culture. Mais ils dépensaient, quand ils ont arrêté, 188 $ par habitant. Vous avez la longue ligne verte, qui, elle, représente les dépenses d'administration publique québécoise, en dollars courants. Hein. On n'est pas en dollars constants. On est rendu à 122 $. Donc, il y a une légère baisse. Mais cette baisse-là, depuis 2012-2013, le gouvernement du Québec considère que les crédits d'impôt, bon, c'est une question comptable, mais sont considérés comme une dépense. Donc, on a additionné, par exemple, le 122,04 $ aux dépenses de crédit d'impôt du gouvernement du Québec. Et là, on arrive à la ligne verte avec les 2 points rouges. C'est 170 $ par habitant que le gouvernement du Québec dépense en culture. Donc, ça donne une idée, mais il ne faut pas négliger les dépenses des municipalités. Les municipalités dépensent jusqu'à, en 2014-2015, 105 $ par habitant. Quand même significatif, le rôle des municipalités, on l'oublie souvent, mais ils sont très actifs. Et ici, on voit un tableau sur les dépenses du gouvernement du Québec, la part des dépenses faites pour les bibliothèques. Et ce qui est bleu, c'est la dépense des gouvernements. Ce qui est en orange, c'est davantage les crédits d'impôt, les mesures fiscales qui vont au... donc, on voit bien que dans les bibliothèques, il n'y en a pas. Et dans le livre, où on est très, très loin, donc, il y a un peu de dépenses fiscales et un peu plus de dépenses directes. Donc, c'est vrai que l'État n'intervient pas beaucoup au niveau de l'industrie de l'édition ici. Voilà, ça se termine là. Je ne voulais pas étirer davantage. Et on va poursuivre par la suite. Fenwick. Oh. Thank you all so much for having me here today. I really appreciate this opportunity to speak. We might talk a little bit in our panel about filter bubbles, and certainly I'm very excited to be able to break out of my own filter bubble and be able to speak and talk a little bit about the nature of book publishing. So I'd like to begin briefly by introducing some of my research and then talking through some of the ramifications this might have for the discovery of cultural content and specifically about books and some potential recommendations about thinking through. So I think one of the ways you can introduce the questions or themes that are identified in my work is this question of the Internet of Things. Certainly this is something that's used often in computer science and the technical literature to describe the changing ways that you are able to get online and the devices that are made accessible online. So this being a change where you talk about in terms of accessing books, you know, the increasing propensity of having smartphones or e-book readers and the variety of ways that you can now access books. Now, where the Internet of Things often,
Thank you. Sorry for the... where often we talk about the Internet of things. I'm really interested in thinking about this idea of the Internet as things, by trying to look inward at what are the forces and what are the technologies at work within the Internet itself, and what is their influence on our access and our communications. So increasingly, this is being these turns about trying to look at studying code, big data, algorithms, and increasingly what we might call artificial intelligence and machine learning. And so I'd like to speak about situating some of that within the kind of question of cultural discoverability. Broadly, my work has shifted, and that's why I'm so excited to be here today, because I'm shifting from actually doing a lot of work in telecommunications and talking through the nature of network neutrality and the ways that software is changing conditions of communication towards this question of cultural accessibility. And this is a term which I'm very excited to hear the room is familiar with, is this question of discoverability. In 2015, the National Film Board and the CRTC invested in having a discoverability summit where there was an attempt to convene discussions around this question of discoverability, more broadly about all types of content. And while the CRTC isn't continuing this type of work, I'm really invested in trying to push forward what do we mean by this question of discoverability, and how then can we situate the influence of algorithms and machine learning within this question of discoverability. So my current work right now is trying to develop an analytic approach to questioning this matter of discoverability, and particularly putting forward two types of terms to pay attention to and to question what is this type of influence. The first is this idea of a surround, which is the idea of how is content and choice presented on websites. This is the ways you can talk about advertising in platforms. They're often talking now about first impression units, which are the first images you see when you load up a website. And also then you can talk about what content is being promoted in kind of what we're seeing is the vertical integration of content distribution platforms and content creators. And secondly, and this is a term which I'm borrowing from computer science, is this idea of a vector, of thinking through not only are these platforms presenting choices, but they're also then presenting you ways of interacting. And so I use this idea of vector to think through what are the pathways through data that you're presented with in choice. And increasingly, those pathways are set and are the result of interactions with things we might call algorithms. YouTube now is using a deep learning program to make recommendations for videos, and these are what we might call the pathways to discovery. And it's trying to pick apart these two phenomena and their comparative influence. Now, I think it's important, one of the takeaways from the discoverability report that I appreciated was then we can talk about the comparative influence. And so potentially one of the good news about this question of discoverability is that friend of a friend or word of mouth communication continues to kind of dominate. So this is a slide about television discoverability and what is the primary decision maker for what content you watch. And we can see that word of mouth continues to be really important. And so when we're trying to situate this influence of algorithms, certainly recommendations at 4% talk that it is a part of this phenomenon, and it's about trying to recognize that it's a smaller part of this kind of broader question of how are we accessing content online. Now, to move into kind of some tangibles about how do we question or apply this question of discoverability, I thought I could pick one of the cases of the bigger companies in Canada. This is research from the Canadian Media Concentration Research Project, and it's basically showing advertising revenues in Canada. You can see that I think quite clearly, and this is something which I'm looking forward to talking a little bit more about, is the influence of GAFA, Google, Android, Facebook, and Microsoft, particularly as a change, I think, in the web from these broader questions of discoverability to being specific questions of discoverability on certain platforms and their influence. And I think Facebook is influential because it both simultaneously is influencing how we make recommendations through algorithms, its trending topics, as I'll mention, and simultaneously with how it's now mediating friend-to-friend conversations. And so this, I think you can use this analytic I'm working on to unpack the Facebook front page. So you can see here, this is a random slide from Facebook, so there's nothing particularly that funny, but it does talk about two aspects on the site which I think are important. Is one, in the central column, you can see that there's this would be the space for a news feed,
And so we can think about how the newsfeed algorithm functions to both promote content from friends and family, and that being a central place of discovery. Simultaneously, in English Canada, there's a move towards Facebook having a trending topics. When I was looking online last night, I didn't see trending topics when I switched my language group to Quebec. So I'm not sure if trending topics has come, but you can think that simultaneously when we're talking about the recommendations, we can see that Facebook is mediating these recommendations from fans or what content is being shown, and that's through the newsfeed algorithm. And simultaneously, it's also now moving into making direct recommendations by its algorithms, and this is the trending topics. You can see the two here. So the trending topics algorithm, just to say briefly, it becomes interesting because attending to how these algorithms work is the best way we can. It's really an important way of questioning the nature of discoverability of friends' recommendations. Facebook recently changed its newsfeed algorithm. Sorry, this is the trending topics algorithm. Facebook recently changed its newsfeed algorithm to promote friends' content more. And so this becomes the question that how is it as friends' content is being recommended more, and what are the consequences for publishers in trying to deal with and navigate their presence on a newsfeed when Facebook is making decisions about friends' content. I skipped over the trending slide just because we're not talking about it much because I don't know if it's in Quebec context, but I'm happy to discuss more in terms of the panel discussion. So all I say is paying attention to these algorithms and the ways these interfaces design and promote content by making sure they're more prominent or less prominent in the surround become interesting ways that we can then question the specifics about discoverability and content discoverability. In terms of tangibles and outcomes for this project, the things that I think are takeaways, particularly for this group here, is certainly we can think about the ways that marketing is changing and the ways that increasingly it's about being visible on these platforms. This is something I overheard Trump in the prior discussion. This is something that we can see is in journalism. There's a large discussion about fake news and the effectiveness of fake news at managing and gaming these recommendation algorithms. But in terms of, so I think the first two recommendations are trying to understand platform-specific logics of intervention. And I think in terms of kind of key takeaways for a communication studies research, the two to me I think are important and warrant more investigation. It's this question of connective media, or the ways that because algorithms promote friends and promote friend-to-friend networks, how are you able to then mobilize the work of marketing to being able to build and cultivate networks that allow this content to be promotion? So it's not necessarily about audiences, but about building audiences. And then secondly, and I think this is really important for this group, is that Facebook sees Quebec as somewhat of a region, and it's the question of how much that influences the algorithm. Certainly the trending topic only functions for regions. When I was able to look, Canada is seen as a region, but Facebook also has a distinct language in its interface for French Quebec, French Canada. And so what becomes interesting then is where these present opportunities for more autonomous intervention in the ways content is being recommended within the particular region of Quebec. And I think that warrants more investigation of how particularly there might be a benefit of the linguistic and geographical implications for algorithms and other machine learning programs. So thank you very much. And sorry again. Et Marcello maintenant. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Alors, quand j'étais petit, 4-5 ans, j'avais vu un film de western, je pense, et j'avais demandé à mon père, je voulais construire une palissade dans mon jardin. Donc, je demande à mon père, tu sais comment on fait pour construire une palissade? Il dit, oui, bien sûr. Et ma mère savait très bien qu'il n'avait jamais construit de palissade. Il dit, ah oui, et comment? Et on achète un livre et on regarde. Et en fait... Aujourd'hui, si ma fille ne me demandera jamais comment on construit une palissade, parce qu'elle va chercher sur Google, elle va trouver la réponse. Le numérique a changé complètement, pas seulement le marché, mais notre conception même du livre et à quoi ça sert, la place que le livre a dans notre société. Ce n'est plus la même. L'autorité qu'un livre peut avoir, mais même qu'un père peut avoir. Mon père avait beaucoup d'autorité parce que c'est à lui que je demandais comment construire la palissade, tandis que ma fille ne va pas me le demander à moi. Mais en même temps, dans ces changements-là, je voudrais essayer de me demander dans les 5 minutes de cette première conversation, c'est
Comment on peut penser le numérique avec ces termes, cette substantivation un peu générique, hein, tout est numérique, hein. Comment on peut le penser non pas dans une discontinuité, mais plutôt dans une continuité avec le monde que nous connaissons, que nous chérissons, et celui qui était dans lequel le livre avait une position peut-être plus importante, au moins dans la production, la diffusion et des contenus. Donc, penser le numérique dans une continuité, et donc la pensée aussi dans une continuité entre physique et non physique. En fait, le numérique, il est très, très, très physique, à mon avis. Pas du tout. Alors, tout à l'heure, Claude de Vaillancourt parlait de la librairie peut être un lieu de rencontre. Oui, le web aussi devient un lieu de rencontre. Et ça, c'est ce qu'ont compris justement les entreprises qu'on regroupe sous le nom GAFAM ou GAFA, dont parlait Fenwick tout à l'heure, pour dire, bon, les grandes entreprises, l'acronyme veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais en réalité, on l'utilise pour dire un peu toutes les grandes entreprises. C'est qu'elles ont compris, en fait, il y a des choses qu'il faut, selon moi, dont il faut s'inspirer. Elles ont compris qu'il y a cette continuité-là. Pensez Google, la première chose qu'ils font, ils investissent en Google Maps. Une entreprise qui, en principe, fait de l'indexation, achète une start-up qui fait de la géolocalisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que les contenus étaient liés à un espace physique. Et ça, c'est quelque chose donc de très important. Amazon invente des modèles où le physique et le code sont la même chose. Quand j'achète un livre, il arrive chez moi. Et l'idée de livrer via des drones était une espèce d'automatisation du processus qui permettait une continuité totale entre mon clic et l'arrivée de l'objet chez moi. Donc, ça, je pense, c'est quelque chose que les GAFAM ont compris et qu'il faudrait peut-être copier. C'est-à-dire, les GAFAM ont créé des modèles originaux, des modèles fonctionnels. En fait, elle nous pose quand même des problèmes pour une série de raisons. Une de ces raisons-là, c'est celle qui était rappelée tout à l'heure, c'est le problème de la pluralité et de la diversité. Les GAFAM ne favorisent sûrement pas la pluralité et la diversité. Ça peut poser problème. Mais ça, ce n'est pas seulement un problème des GAFAM. Oui, un peu, et de nos gouvernements qui peuvent limiter ça, et on est parfaitement d'accord avec ce que disait Claude Vaillancourt tout à l'heure, je suis au moins parfaitement d'accord, mais en même temps, outre que faire résistance à des modèles émergents, il faut aussi savoir investir l'espace numérique d'autres manières. C'est ce que je dis toujours à ceux qui, pour moi, les méchants, c'est pas Google, Amazon, etc. Les méchants, c'est ceux qui n'arrivent pas à proposer d'autres modèles pour justement garantir cette pluralité. Et selon moi, c'est ce qu'il faut faire, nous, en tant que, je dis nous, en tant qu'acteurs du livre, parce que je me sens partie des acteurs du livre, même si je suis un universitaire, parce que je suis directeur de revue, parce que je suis directeur de collection dans une maison d'édition comme les presses de l'Université de Montréal. Donc je suis quand même un acteur, je me sens un acteur de ce monde. Et en fait, il faut essayer d'investir l'espace qui nous ouvre le numérique et proposer des modèles différents. Alors, de quelle manière? Déjà, des modèles qui misent sur la qualité. Chacun peut entendre qualité de sa propre manière. Il n'y a pas un seul modèle de qualité. Pour moi, universitaire, il y a une question de scientificité, par exemple, des contenus, de structuration des contenus, qui n'est pas le même enjeu pour un éditeur qui fasse de la littérature, par exemple, ou d'autres types d'éditions. Mais en tout cas, chacun peut avoir sa qualité. Deuxième point, du coup, c'est la pluralité. Défendre la possibilité, là je pense que c'est vraiment un enjeu fondamental, mais défendre la pluralité veut dire aussi créer des modèles alternatifs. OK, il y a Amazon, est-ce qu'on peut créer quelque chose d'autre qui ne soit pas, et alors ça c'est l'autre chose selon moi très importante, qui ne soit pas en compétition avec les GAFAM, parce qu'il n'y a pas de compétition possible. C'est-à-dire, si on essaye de faire l'anti-Google, ça va être juste, on va perdre, parce que Google est plus gros. Donc je pense que ce n'est pas un modèle viable. Il faut faire des choses qui soient différentes de Google et qui puissent donc attirer, du coup, des lectorats et des usagers, pour utiliser un terme encore plus large, qui soient spécifiques à ce que nous proposons. Alors dans l'édition universitaire, ça peut être le cas, mais dans des éditions axées sur
peu importe quel type de contenu spécifique, je pense qu'il faut essayer non pas de rentrer en compétition avec les GAFAM, mais de proposer des modèles différents. Et après aussi, en dernier lieu, et là j'ai fini, en effet, d'utiliser certaines choses que les GAFAM peuvent nous présenter. Fenwick le disait tout à l'heure. Donc, en effet, utiliser connaître et utiliser les algorithmes des recommandations, connaître et utiliser les métadonnées, donc bien baliser nos propres contenus pour qu'ils soient visibles, et peut-être aussi parfois détourner ces algorithmes. Alors, les usages détournés sont de plus en plus présents sur le web. C'est ce qu'à une époque Gert Loving appelé les tactical media. On peut utiliser l'algorithme pour lui faire quelque chose de différent. Si on essaie de les tirer de notre côté, ce sont des petites stratégies à mettre en place, mais je pense qu'elles sont très utiles. Merci, Marcello. Effectivement, vous en avez parlé, il y a les algorithmes en fonction de ce qu'on recherche, de ce qu'on like, de ce qu'on aime, de ce qu'on partage, les amis à qui l'on parle, ceux à qui on ne parle pas. L'algorithme se construit sur les réseaux sociaux. Puis, il y a les données aussi, vous en avez parlé aussi, chaque fois qu'on fait une transaction, chaque fois qu'on va dans une bibliothèque, qu'on loue un livre, qu'on va lire quelque chose, ce sont des données, ça laisse des traces. Chaque fois qu'on passe à côté même d'une librairie, ça nous géolocalise. Ce sont des traces qui forment ce qu'on appelle les mégadonnées et c'est une masse incommensurable, ces mégadonnées-là, sauf qu'elles sont pas mal opaques, elles sont très peu utilisées, on dit que c'est moins de 0,5% qui est actuellement utilisé de ces mégadonnées-là. Pour des libraires comme ici, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ça, alors que c'est opaque ou alors que ce sont des grandes entreprises qui collectent ça? Quelles sont les manières dont, concrètement, ces gens-là peuvent utiliser ces éléments-là, ces outils numériques-là? C'est à moi en particulier? À vous trois. Il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect marketing, c'est-à-dire exploiter les métadonnées pour les libraires, voir qui sont leurs publics autour, quelles sont leur clientèle, la fréquentation, les gens de la rue, etc., etc. Il y a ça. Mais c'est un exercice très important. Il y a peu de libraires qui ont les moyens d'aller exploiter cette information-là. Et il y a un autre aspect qui est l'aspect de quantifier, de savoir ce qui se passe dans cet univers-là. Et nous, par exemple, le marché du livre, comment ce marché du livre-là, du livre et des usages par les individus, bien là, on tombe dans aussi quelque chose de très gros, très complexe. Et évidemment, à l'Observatoire, on a le défi d'essayer de trouver une façon d'aller chercher et d'exploiter ces données-là. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'on n'a pas trouvé la formule. Les données sont privatisées, tu le mentionnais. I take two comments. Firstly, I think this pushes towards, one of the things that I'm happy when we're talking about GAFA is that I think the first step towards actually talking where there's a need for regulation and that it's not some sort of complex internet that we're talking about, but specific players. And this, to me, leads to, one, there's a need as organizations to push for accountability for those, particularly about big data accountability. There's lots of work in terms of privacy offices about privacy by design. And certainly the fact that a company like Amazon both owns the device you read it on and can say what are the most popular passages that people are reading raises questions about how much data they're collecting and what they're using that data for. And so I think at one point it's about making sure that there's lobbying to make the playing field more equitable in terms of what data exists. The second thing is, in my presentation, I mentioned slightly this idea of connective media. And certainly what I think has changed in how we think about communications and what's the act of communication, it's not simply about sending messages, but about cultivating and building audiences. And for organizations like Facebook groups, Twitter feeds, there's lots of data there that you can, if you're able to build that network, to be able to use and leverage. So I think in terms of practical aspects, it's about trying to think about the way that booksellers, authors relate to their audiences. And certainly I think some of the more successful authors online have built
these online communities around them. And it's about then saying that those communities can be great sources of data and for information about how they're trying to foster engagement or types of content. So that's my 2 points. Donc, moi, je pense que difficilement, en effet, on peut utiliser les mégadonnées. Il y a tout un débat aussi sur qui et si quelqu'un, en effet, les utilise ou pas, hein, un débat théorique aussi sur si les algorithmes arrivent à produire vraiment quelque chose ou si en réalité ils produisent pas beaucoup de connaissances dans l'analyse. Les algorithmes produisent de la connaissance, ça, je suis sûr. Compter, c'est connaître, ça c'est vrai. Mais sur les mégadonnées, c'est pas sûr ce qui se passe. Mais en fait, la question est plutôt comment on peut utiliser certains algorithmes qui sont là, notamment, petit exemple, mais pour la création des communautés. Alors, dans les cas des libraires, je pense que le fait de greffer sa propre communication et son propre lieu, le penser vraiment comme un espace. L'espace de la librairie peut être aussi un espace d'un compte Twitter ou d'un compte Facebook ou d'un compte je sais pas quoi ou d'un site internet pensé de façon intelligente qui arrive à exploiter l'algorithme Facebook pourquoi pas Facebook pour créer une communauté, pour connaître une communauté de lecteurs, le relayer avec d'autres algorithmes comme celui de Twitter ou l'algorithme plutôt plateforme comme Twitter pour se greffer à des communautés de lecteurs existants sur Twitter, etc., etc. Et ça, je pense, ça fait partie d'une appropriation de l'espace numérique qui devient fondamentale parce que investir l'espace numérique signifie le rendre plus public de ce qu'il est. L'espace numérique sera un espace public, avait été pensé dans les grandes idéologies du début comme l'espace public par excellence. Or, il est vrai qu'il devient de plus en plus, ou il risque de devenir un espace des grandes entreprises privées. Mais je pense qu'une des solutions, peut-être je suis naïf et optimiste, mais j'y crois quand même, une des grandes solutions, c'est de l'investir. L'espace redevient public quand on l'investit. Donc, une librairie peut l'investir dans son petit... évidemment, elle ne peut pas faire la concurrence à Google, mais elle peut quand même investir l'espace. Et l'autre chose importante dans ce sens-là, c'est de mutualiser les compétences et les expériences. C'est-à-dire que peut-être une seule librairie ne peut pas faire des choses, par exemple créer une plateforme innovante pour mettre en lien les lecteurs, mais plusieurs librairies peuvent le faire. Voilà, là c'est aussi un point important, c'est celui de la mutualisation. Dominique, vous aviez notamment évoqué dans Le Devoir qu'il y avait un manque de données qu'on avait sur certains aspects, en tout cas de l'offre culturelle. Comment un marché qui est quand même assez limité au Québec? On est un petit marché, on est entouré d'un océan anglophone. Comment est-ce qu'on peut se démarquer là-dedans? Fenwick parlait de la région géographique qui compte beaucoup, mais est-ce que c'est un obstacle d'être un petit marché ou ça peut être aussi une opportunité? Mais le peu d'expérience que je commence à avoir sur cette question des métadonnées, parce qu'on est en train de faire une recherche sur le sujet, on observe, comme le dit Marcello, que plus tu fais du bruit, plus tu es présent, plus tu produis de la métadonnée, qu'elle soit directe, indirecte, plus ça alimente les algorithmes et plus ça devient visible. Et j'écoutais aussi à RDI l'autre jour les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et encore là, ce n'est que des jeux de comparaison. On va chercher l'information quelque part, on la compare à une autre, puis on fait progresser les choses très vite comme ça, et ça se passe avec des systèmes tellement rapides. Donc la découvrabilité repose effectivement à être présent, à faire du bruit, à énoncer quelque chose, j'ai l'impression. Il faut presque un gestionnaire de communauté, finalement. Possiblement, mais nous, ça reste que pour les gens qui sont sur le terrain d'une complexité assez importante. Nous, quand on veut analyser à distance, on se retrouve dans, vous l'avez certainement entendu parler, les fameux 4V. La vélocité du web, le volume d'information, la variété de l'information et, ultimement,
la véracité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut penser que c'est vrai ou c'est faux? Et ça, à un moment donné, bon, c'est vrai que des algorithmes, si vous créez du bruit, qu'il soit positif ou négatif, ça crée du bruit. Mais si nous, on voulait produire des statistiques avec ça, on a un sacré défi. C'est celui de dire est-ce que ces données-là sont véridiques ou pas. Donc, il y a une stratification de défis là, assez importante, mais effectivement, pour les libraires, la question se pose différemment. Pour le marché du livre, la question se pose à leur niveau, mais reste qu'il faut continuer et essayer toutes sortes de choses. Mais, justement, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, mais je parlais à un ami qui est en Asie, puis qui me dit, moi, là-bas, j'ai mon téléphone, je vais me promener, il va me dire... je vais le transférer ici. Jean-Philippe, je dis, ah oui, allô téléphone. Tu es à 200 mètres de telle librairie. J'ai vu qu'hier, tu es allé voir telle présentation, telle conférence, par exemple, de Paul Auster, j'étais là hier, et je vois que tu lis, par exemple, tant de livres par semaine ou quoi que ce soit. Si dans 15 minutes, d'ici les 15 prochaines minutes, je te donne 10 % de rabais à telle librairie ou à tel endroit. Ça fonctionne comme ça là-bas. On n'est pas rendu là ici. Est-ce que ça, c'est, par exemple, une des manières d'utiliser ces outils numériques-là pour accroître la visibilité physique du livre? I mean, it's interesting because we have already that technology. In Canada, Rogers has Rogers Alerts, where it's able to actually locate using your cell phone where you are and offer what they call geofenced advertising. So being able to kind of offer an advertisement near a bookstore. And in some ways, there's lots of debates because Bell was also trying to offer a similar service, and this raised privacy questions. And so I think first and foremost, at a time when we see a lot of the privatization of data, is that it's important to push for, and I just want to echo my panelists' comments, that there's a need to invest in the public. And certainly, I think the way that becomes important, and for booksellers too, which I have some optimism about, because I do think that the local bookstore is someplace that will be a destination that people more and more will come to. It's about, in some ways, knowing that maybe it's not a recommendation coming from the smartphone, but knowing your audience and trying to figure out ways to better connect with that audience and make recommendations like that. So maybe it's using an email listserv that you're putting it out and seeing what the click rates are and what becomes popular for certain users, and then making recommendations about that. And so I think that to me, some of that is kind of the more local opportunities for some of this work. And I think simultaneously, just the ability of thinking about how social media and other forms of discoverability really can better cultivate that relationship with their customers. Voulez-vous ajouter Oui, peut-être le fait que le web, au tout début, avait été lié à une espèce de globalisation totale. Il y avait cet espace comme uniforme. D'ailleurs, si on regarde, par exemple, les algorithmes des recherches comme Google, au début, les résultats étaient pratiquement pareils n'importe où, peu importe où on cherchait. La tendance n'est plus du tout celle-là, et la tendance est celle à une géolocalisation de plus en plus. Donc, je reviens à votre question du début, celle du lieu. Donc il y a une géolocalisation de plus en plus forte des résultats, justement pour des questions de vente. C'est ça la chose principale, c'est que si je cherche quel est le meilleur restaurant sur Google et qu'il me donne une adresse en Chine et que moi je suis à Montréal, il n'y a pas de chance que j'y aille. Donc au niveau des connaissances, peut-être c'est intéressant parce que je sais que le meilleur restaurant est en Chine, mais au niveau de consommation, ce n'est pas intéressant. Alors il faut se demander si cette tournure est positive ou pas. Moi je reste du côté des universitaires qui ne vendent jamais rien, donc pour moi tout ce qui est vendre c'est mal, mais je comprends qu'au contraire, il faut aussi vendre. Mais donc voilà, je pense que ça dépend. Ces tendances-là, au niveau du coup des métadonnées, pas des mégadonnées, mais plutôt des métadonnées, donc d'informations sur les produits, peuvent être exploitées et on peut trouver des façons innovantes de les exploiter. Certes, ce sont des questions éthiques qui se posent ou des choix éthiques et politiques. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie, moi, libraire, de faire un accord avec Roger, justement, pour avoir les données de la personne qui passe à côté de moi et de lui faire les
rabais, ça peut être un choix, ou est-ce que j'ai d'autres envies, notamment ce que disait Fenwick tout à l'heure me semble fondamental, le fait que oui, le libraire de quartier peut avoir de plus en plus d'importance le moment où justement il n'essaye pas de faire concurrence à Google, mais il essaye de proposer quelque chose que Google ne propose pas. Donc voilà, qu'est-ce que ce quelque chose-là? Ça c'est entre autres, oui, peut-être, ou un sandwich à partager. Et peut-être des conférences. Je rappelle qu'il y a quand même 2 micros, hein, si jamais il y en a qui veulent poser des questions, mais Fenwick, vous vouliez poursuivre là-dessus. Thanks. I just wanted to follow up briefly. 2 points is one, the joke in my field often is that big data is actually research and ethnography, and that we often overlook all the work that's done. And I would say the same thing for booksellers too. I mean, you know, for people who are local stores, there is a tremendous source of big data there. It's just not valorized in the contemporary, in culture now. The second thing, and I briefly glossed over the trending topics because I don't know if you see it on Facebook in Quebec. Like I said, I didn't see it. But it is something in English-speaking Canada where you now have on the right side of your Facebook feed a list of trending topics. And so much of that is American news to me. And so I find it really interesting that in some ways in English-speaking Canada, there's a risk of being swallowed up in a kind of an English North America market, and that in English Canada, that's always been kind of the problem, is that the cultural industries in the United States are much more adept at these technologies. And certainly what we're seeing now in that potentially these algorithms, and I would say that this now is becoming what was algorithms yesterday is becoming artificial intelligence today, is that where are they looking at the data from? What's the sample? And I think that English Canada has a risk that that will be a marginal voice in North America, whereas I think there's opportunities to investigate how Quebec is a both linguistic and geographic region for these algorithms, and what are the opportunities there. And I don't know that myself, but I think that that's really some important work to be done, is really trying to recognize just what are the opportunities as a result of the geographic and linguistic separation, so to speak, from the kind of being aggregated in North America. Mot de la fin? Plusieurs idées qui se bousculent en écoutant cette table ronde. Cet avant-midi, il était question du passage générationnel à l'autre table ronde, là, du passage générationnel, ces questions de génération. Et ça me fait penser que effectivement, et là, je vais parler de façon tout à fait subjective, mais on a l'impression qu'il y a un passage de génération dans la propriété des librairies. On sent qu'il y a une nouvelle génération de propriétaires, donc une nouvelle génération de propriétaires, peut-être beaucoup plus de familiarité avec le web, ce qui est quand même intéressant. Et ce fameux web, bien évidemment, devient l'outil de commercialisation. Je vous dirais que subjectivement, on discutait tantôt de la part de ce qui se passe dans le monde du cinéma. On voit que dans le monde du livre, la fréquentation, les ventes de livres semblent se maintenir, la fréquentation des librairies semble se maintenir. Dans le monde du cinéma, on voit une baisse et on est en train de se demander s'il n'y a pas, et ça je le dis de façon subjective, là, je n'ai pas de preuve de ça, moi, s'il n'y a pas un saut de génération. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une génération de gens qui fréquentent les cinémas, chez les jeunes, par exemple? Mais dans les librairies, je l'ignore totalement. Est-ce que les gens qui fréquentent les librairies sont des jeunes ou c'est des plus vieux? Donc, il y a des études assez intéressantes à faire sur ces pratiques-là. En tout cas, les données en Europe disaient que les jeunes étaient plus enclins étaient plus attirés vers le livre physique que les plus vieux. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle. On a une question au micro. Bien, peut-être pour conclure, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on a discuté de métadonnées, de la difficulté peut-être de les utiliser, de pouvoir les traiter. Et de l'autre côté, quelque chose qui semble plus simple aujourd'hui, c'est-à-dire d'investir l'espace numérique pour vraiment maximiser la présence. On parle des librairies, nous on le fait dans les salons du livre quand on peut. Donc à choisir, si on voulait être pragmatique et partir avec l'impression qu'on peut faire quelque chose, ce serait ça, ce serait d'investir nos moyens vers une meilleure occupation de l'espace numérique, peut-être traditionnel comme peut l'être Facebook ou le Twitter ou d'autres Instagram, puis les métadonnées, bien, c'est peut-être moins accessible, mais il reste quand même des moyens pour l'investir, cet espace-là. Ce que je conclus, est-ce qu'on peut sortir d'ici plus positif?
Oui, et peut-être aussi même que certaines institutions ici pourraient commencer à prendre elles-mêmes des métadonnées, ça se fait déjà, et à dresser un portrait, j'imagine, de vraiment le marché québécois, puisqu'on est un marché qui est assez particulier, là. Sans vouloir faire une annonce, on travaille le dossier des métadonnées depuis un certain temps. On va rien de ça. On va sortir normalement quelque part cet automne ou l'automne prochain un état des lieux des métadonnées, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Et là, je distingue bien, il ne faut pas faire de confusion entre mégadonnées et métadonnées. Donc, donc, on regarde pour plusieurs industries culturelles. Donc, on est en train de travailler ça. En fait, je n'ai pas de conclusion à vous offrir, sauf celle de dire qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de métadonnées, probablement, plus il y a de la découvrabilité. Hein? Il y a un lien direct. Là. Ouais. Juste un autre mot encore sur les métadonnées, c'est-à-dire le titre est une métadonnée du livre, hein, le titre, l'auteur, etc. Alors, les titres et l'auteur, évidemment, sont des choses assez simples. On peut avoir des métadonnées beaucoup plus complexes. Et en fait, les métadonnées ont choisi comment décrire un produit ou un objet ou une chose sur Internet. En fait, la chose importante, c'est que, et là, les acteurs du livre peuvent être impliqués là-dedans, et d'ailleurs, ils le sont, les standards de définition à partir des Dublin Core, qui est un standard des années 80, si je ne me trompe, de la Library of Congress. Donc, je pense que la réflexion sur les métadonnées est une réflexion que le monde du livre est en train de faire, qui est importante, et il ne faut pas penser qu'elle soit neutre, parce que décrire un livre d'une manière plutôt que d'une autre, en disant par exemple que les informations importantes sont l'auteur, les mots-clés, puis je ne sais pas, de quelle zone géographique il parle, on pourrait avoir... Ça, c'est pas neutre. Donc, investir ces terrains-là est important. Puis, il y a d'autres formes, en effet, d'investissement de l'espace qui sont plus simples, qui relèvent de notre vie de tous les jours, en fait. Parce que nous tous, là, si on fait une statistique, qui n'a pas de téléphone cellulaire dans ses mains ou de tablette, et qui n'a pas une activité numérique en ces moments? Il s'agit juste de relier les deux mondes, le monde professionnel, donc de libraire, etc., et le monde de j'envoie un mail à ma mère. Fenwick, le vrai mot de la fin. Three comments quickly is that one, I think one of the things that I always encourage journalists to do, and I think, to people involved in the media, is to make sure you're telling the story of some of the concerns about what becomes relevant. I think that one of the things that I find frustrating in Canada is we don't have as many stories about these algorithmic problems as we do in the United States. And we have organizations like ProPublica telling some of the consequences. And just to give you an example, one of the things I'm interested in, say on YouTube, when you search for any of the Canadian premiers right now, what are the videos that become recommended? Well, the YouTube deep learning recommendation system seems to prioritize videos that elicit a visceral reaction, that elicit a high intensity of engagement. Well, that has tremendous consequences for what contents are recommended. So when you search for a premier, it's all very angry videos about these premiers. Now, that's a great story, and I'd like to tell it, but will I get time? I don't know. And so I really think that that's one of the roles that journalists should do, is first making sure that part of the public conversation, some of the consequences of these recommendation algorithms that are taking place, which I think is in this discoverability. Second, I think that, again, it's being engaged, that factors into being engaged online and being present. And I mean, this gets into this general concern of being an entrepreneur of the self, which is something that affects my profession and many, and I think that it's about talking about professional standards about that and ways of being public online and professional codes of conduct, because I think that horizontalism is really one of the few responses you have to the kind of influence of GAFA, is that this think as an industry, what are the ways that you can work together better? And I think the final thing I would say is that there's a lot of interest, coming out of New York City about this term called platform cooperativism. And it's a research trend about trying to build more horizontal or more equitable platforms. And I think what's interesting is this might be an opportunity where you can think about governments, public organizations, and people invested in the public interest working together, not necessarily, in collaboration, to create more equitable
platforms and to build a better web. And I think some of that research in platform cooperativism, which is just coming up, but I encourage everybody to flag it, to look at it a bit more, because it's really trying to talk through how do you build technologies that are more equitable and have values that are rooted in its users rather than necessarily the people who are trying to, they're not necessarily advertisers. And I think that, I hope, becomes something that might be more prevalent in Quebec, because I certainly think it has lots of applications. Thank you. Merci. Merci à vous trois. Merci.